Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici ce que nous avons retenu de l'actualité de cette semaine. Hier, le patriarche de l'église maronite au Liban a publié un texte pour sortir le pays en pleine crise institutionnelle. Nous écouterons Monseigneur Samir Mazloum, son vicaire patriarcal. Lundi, le gouvernement a suspendu son projet de loi famille. Nous reviendrons sur la manif pour tous du week-end dernier, manif qui a sans doute contribué à cette décision. Le week-end prochain, les chrétiens en grandes écoles se retrouveront à Paris. Ils nous diront pourquoi. Notre dossier de la semaine porte sur cette fameuse théorie du genre. Mythe ou réalité, nous en parlerons avec Jérôme Brunet, président de l'Appel des professionnels de l'enfance, et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Voilà pour le sommaire. Le cardinal Béchara Rai, patriarche de l'église maronite au Liban, a publié hier un texte énonçant des priorités pour sortir le pays bloqué depuis plusieurs mois par une grave crise institutionnelle. Ce texte de 20 pages en préparation depuis le mois d'août appelle à la construction d'un véritable état de droit. Devant les évêques maronites, le cardinal a souligné que, je cite, « l'Église ne peut rester les bras croisés face à cette crise ». Pas question pour autant de se substituer à l'État, c'est ce que nous explique Monseigneur Samir Mazloum, vicaire patriarcal de l'église maronite du Liban. L'Église ne prétend pas vouloir prendre la place de l'État. Mais malheureusement, l'État libanais est actuellement dans un état de délabrement tel qu'il ne fonctionne plus. Et donc l'Église peut aider par son influence, elle peut aider par ses moyens, elle insiste pour que les institutions constitutionnelles fonctionnent normalement, et ce qui peut permettre de reconstituer le pouvoir libanais. Alors vous le savez, lundi, le gouvernement a repoussé son examen de la loi famille à 2015 au plus tôt. Il a expliqué avoir un calendrier parlementaire déjà bien chargé. Mardi, des députés socialistes ont grondé et dit qu'ils avaient l'intention de déposer des projets de loi sur la médiation familiale, le statut du beau-parent, l'accès aux origines, l'adoption. Pour les observateurs, il est difficile de ne pas mettre en rapport cette décision gouvernementale avec la manif pour tous qui s'est déployée, vous le voyez sur ces images, à Paris, Lyon et d'autres villes d'Europe. Des manifestations qui se sont déroulées dans un climat de sérénité, mais aussi de joie comme à Bruxelles avec son happening entraînant. Quant à Paris, l'épicentre de la manif pour tous ce week-end, il y avait 500 000 personnes d'après les organisateurs, 80 000 selon la police. Un flou comptable qui n'enlève rien à l'impression objective de succès. On sent bien qu'il y a une panique d'un certain côté chez le gouvernement qui avait pronostiqué et peut-être désiré cette violence et qui a vu que nous étions un mouvement très populaire. Je pense qu'il a commencé à voir que les quartiers populaires étaient présents dans nos manifestations et ça a, je pense, changé la donne. Donc nous sommes vigilants, nous demandons des actes plus concrets. Nous sommes bien entendu heureux pour les enfants, heureux pour les familles. Cela étant dit, pour le moment, on semble parler plutôt d'un report. On évoque aussi un report sur la décision du Comité national d'éthique pour ce qui concerne l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe, mais report encore. Il reste aussi bien sûr la circulaire Taubira qui permet de contourner la loi et d'accéder à la gestation pour autrui à l'étranger. Donc nous souhaitons aussi le retrait de cette circulaire Taubira. Alors dimanche, nous étions au cœur de la manifestation. Loin des slogans extrémistes entendus ailleurs, on a entendu les convictions profondes qui ont poussé ces personnes à se manifester. On voit bien que là où il y a malheureusement plus de famille, il n'y a plus d'unité. Et les enfants sont malheureux, les parents aussi. Alors que quand il y a une famille unie, tout va mieux autour quand même. C'est l'humain en premier. Je dirais que c'est ma foi quand même qui me conduit ici en premier temps. Dans le deuxième temps, c'est l'homme. La famille est quelque chose d'intrinsèque à la vie humaine. Quand on veut la remettre en cause, c'est la nature humaine même qu'on remet en cause. Donc en fait, nous défendons ce qui est naturel à l'homme, ce qui ne peut pas se dissocier de son être humain, quoi. Tout le cortège de lois qui est voté ou en préparation est vraiment une atteinte à la dignité de la personne humaine et à la dignité de l'institution même de la famille qui n'appartient pas aux politiques. Des manifestants qui ont sans doute encore en tête la harangue d'Albéric Dumont, coordinateur de la Manif pour tous, qui déclarait au micro dimanche « C'est un combat de longue haleine que nous avons à mener ». Une réalité bien comprise par l'association En Marche pour l'Enfance que l'on a vue parmi les 20 000 à 50 000 manifestants lyonnais. Jean-Baptiste Labouche, son président, sait que cette bataille se joue sur le long terme et cherche à sensibiliser le public et les politiques. L'idée, c'est que nous avons organisé quand même 9 manifestations l'an dernier. Et la réflexion, c'est que nos idées pénètrent durablement
dans la société. C'est une chose de s'exprimer dans la rue et il faut le faire. C'en est une autre d'impacter la vie publique. Donc les cafés pour l'enfance qui sont ici, voilà, je vous le montre comme ça, je ne sais pas si on voit bien, ça nous permet d'interpeller toutes les têtes de liste au municipal, il y a 12 dates prévues, et de parler de façon complètement décloisonnée des questions d'éducation, d'enfance, mais aussi toutes les questions du genre et de la filiation. Alors même si la loi sur le mariage de personnes de même sexe a été votée, les lobbies en veulent toujours plus. Avant-hier, le Parlement européen a adopté un rapport sur une feuille de route de l'Union européenne contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Un rapport présenté par l'eurodéputée autrichienne Ulrike Lunacek. On y trouve une nouvelle définition de l'identité humaine fondée sur son orientation sexuelle, l'enseignement de l'identité de genre à l'école et la reconnaissance dans tous les pays des lois les plus progressistes votées par les autres. Adopté par les 2/3 du Parlement, ce rapport s'est appuyé sur une étude préparée entre autres par le lobby LGBT. Lobby qui devrait toucher davantage de subsides pour financer son action, ce qui irrite un des porte-parole du collectif La Manif pour tous, Jean-Pierre Delhomme-Millard, qui ne cache pas son homosexualité. Eh ben, nous, homosexuels, on demande pourquoi la LGBT a cet argent-là, pourquoi faire. Et si c'est pour faire comme en France, pour mettre en place la loi Taubira, la majorité des homosexuels n'ont jamais demandé aucune forme d'union que ce soit. Et si cet argent-là, c'est pour en plus arriver à mettre en place, comme on l'a vu lors de la dernière Gay Pride, la PMA et donc effectivement la GPA, ben nous homosexuels, on dit nous en avons assez de nous faire voler notre voix. Alors un peu de fraîcheur avec cette nouvelle qui concerne les jeunes tourtereaux du monde entier. Les fiancés sont invités à se rendre place Saint-Pierre pour retrouver le pape et fêter avec lui la Saint-Valentin le 14 février. Seule condition, être évidemment fiancé et suivre ou avoir suivi un parcours de préparation au mariage. Ils sont déjà 17 000 à avoir pris leur billet. Les autres candidats ont encore jusqu'au 12 février pour s'inscrire. Une initiative du Conseil pontifical pour la famille présidée par Monseigneur Vincenzo Paglia. C'est nécessaire de faire redécouvrir aux jeunes l'importance d'être acteur de l'histoire, d'être personne qui puisse bâtir une société et pas se replier sur soi-même, dehors de la vie, dehors des décisions. Alors pour les Suisses qui ne pourront se rendre à Rome, qu'ils se consolent, Monseigneur Charles Moreiro les convie à Fribourg, où il présidera une messe suivie de la seconde édition du repas aux chandelles de la Saint-Valentin. L'occasion pour les organisateurs de présenter les offres pastorales du diocèse à l'intention des couples et des familles. En bref, au terme de l'audience générale de mercredi, le pape a reçu la nouvelle traduction liturgique de la Bible en français des mains des évêques francophones qui ont suivi ce long travail de 17 ans. Un exemplaire aux armes du Vatican lui a été remis par Monseigneur Aubertin, archevêque de Tours. Ce mardi, pour la première fois, le pape François a délivré son premier message de carême. Carême qui débutera dans un mois, le 5 mars. Ce message a été présenté à la presse par le cardinal Robert Sarah. On y lit un encouragement à soulager la misère, qu'elle soit matérielle, morale ou spirituelle. Une nouvelle fois, le pape appelle à une conversion à la justice, à l'égalité, à la sobriété et au partage, et condamne l'idolâtrie du pouvoir et de l'argent, l'esclavage du vice et du péché. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a rendu hier son rapport sur la gestion des affaires de pédophilie par le Saint-Siège. Un rapport sévère qui dénonce par ailleurs la position de l'Église sur l'avortement, la contraception et l'homosexualité. Monseigneur Tomasi, qui représente le Saint-Siège aux Nations Unies à Genève, a très vivement réagi contre ce texte jugé négatif, qui n'a pas pris en compte, selon lui, les efforts menés par le Vatican depuis les années 2000. En Belgique, les chrétiens s'efforcent de réveiller les consciences alors que l'État s'apprête à légaliser l'extension de l'euthanasie aux mineurs. Samedi soir, une veillée de prière est organisée à Bruxelles à ce sujet. Le lendemain, les dossards jaunes ont aussi rassemblé 500 à 1000 personnes rue de l'Autonomie. Voici ce que l'on a recueilli des motivations des manifestants. Lorsque l'on est à la fois membre de la commission de contrôle et membre du lobby, il y en a deux en Belgique essentiellement, donc un néerlandophone et un francophone, du lobby en faveur de l'euthanasie, il y a un conflit d'intérêts objectif qui ne serait toléré dans aucune autre matière et qui donc, à mon sens, ne doit pas être toléré dans une matière qui, ici, tout de même intéresse la vie et la mort d'individus. L'euthanasie fonctionne déjà très mal, le contrôle ne se fait pas. Si on veut étendre ça aux enfants, où va-t-on? Ça veut dire que n'importe quel enfant pourra être euthanasié après un certain temps de souffrance. Il n'y aura vraiment pas de contrôle et c'est inacceptable à mes yeux. J'ai 2 enfants et j'aimerais vraiment leur proposer
plutôt une société où on promeut la vie, on promeut l'amour et donc l'accompagnement des enfants malades, parce que la souffrance c'est terrible. Et proposer la mort à un enfant, c'est pas adulte de notre part. Merci aux médias catholiques de Belgique pour ces images. Je vous le rappelle, Monseigneur Léonard a aussi appelé toutes les personnes de bonne volonté à jeûner et prier ce soir pour stopper cette marche folle et, je le cite, provoquer un ultime débat public. En Centrafrique, la situation humanitaire est toujours aussi alarmante. Si le programme alimentaire mondial de l'ONU devrait établir au plus vite un pont aérien, l'archevêque de Bangui a besoin de soutien pour des actions plus ciblées. En tournée en Europe avec l'imam Kobine, Monseigneur Zapalenga a fait étape à Paris lundi matin. Il a rencontré des responsables du bureau du Conseil pour la solidarité de la Conférence des évêques de France. Nous attendons à ce que non seulement on prie, c'est ce que beaucoup de chrétiens le font déjà, mais poser un acte de charité, de solidarité, en donnant de secours, de l'aide, en passant par les Caritas, logement une priorité pour que les gens puissent se retrouver confiance. Il faut les aider à construire et ils vont se sentir chez eux, ils vont investir, ils vont approprier le lieu et ils vont aussi construire leur famille. Ils vont aussi donner l'éducation à partir de là. Or, actuellement, nous sommes dans l'anonymat, les gens sont sur le site, on ne peut pas être maître des enfants qui circulent dans tous les sens, peut tomber aussi dans le groupe de n'importe quel enfant qu'avec d'autres éducations. C'est la société qui est déstructurée. Voilà pourquoi construire une maison, c'est construire quelque part aussi une vie, construire un foyer et construire toute une société. International toujours avec l'église de Madagascar qui a entrepris de créer son premier lieu de pèlerinage national. Le sanctuaire sera implanté à Andevoranto, où le missionnaire français Monseigneur Henri de Solage, considéré comme le père de l'église catholique malgache, est mort en martyr. Les chrétiens de Madagascar entendent parler de Lourdes ou de Fatima. Maintenant, ils vont pouvoir partir en pèlerinage chez eux, s'est réjoui le vicaire général du diocèse. En France, plus de 1000 étudiants venus de tout le pays sont attendus ce week-end à Paris pour la rencontre nationale des chrétiens en grandes écoles. Au programme des participants, 2 jours d'ateliers, des conférences et des temps de prière. Après l'espérance l'année dernière, c'est la liberté qui est le thème de cette édition. Marthe Cadar, présidente du Bureau national, nous explique pourquoi. On est tous en études, en train de faire des choix d'orientation, des choix de vie. On est un peu perdu parfois. Et l'aspiration à la liberté, c'est quelque chose qui est commune à tous les étudiants. Et comment, en tant que chrétien, on rend compte de cette aspiration? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, être chrétien et être libre? Comment notre vie spirituelle nous fait progresser dans la liberté? On n'est pas chrétien tout seul, c'est important de pouvoir vivre les sacrements ensemble, donc il y aura principalement l'Eucharistie, la réconciliation. C'est important de se former aussi pour qu'on arrive à faire le lien entre notre foi, nos études, à pouvoir rendre compte rationnellement de ce qu'on vit spirituellement. Alors ce sont aussi des jeunes, notamment des lycéens du public, qui sont venus de toutes les paroisses de Marseille dimanche dernier pour fêter la Chandeleur avec la bénédiction de la ville, des cierges verts et des navettes, des délicieuses navettes. Un rendez-vous traditionnel qui rappelle les débuts de l'évangélisation de la Provence. Merci au diocèse de Marseille pour ces images. À Libourne, le 4e festival de la Lumière s'est terminé dimanche soir. Une démarche d'évangélisation qui a réuni plus de 3000 personnes. Un beau succès pastoral. À l'heure où Nicolas Hulot, envoyé spécial de François Hollande pour la protection de la planète, prépare le sommet sur le climat de décembre 2015, le patriarche Bartholomé, lors de son passage à Paris, a mis en garde ses auditeurs sur les conséquences d'une mauvaise gestion des ressources. Une thématique sur laquelle il travaille depuis des années. La crise à laquelle notre monde est confronté ne se résume pas à une crise environnementale. Cette crise est avant tout spirituelle, puisqu'elle concerne notre façon d'envisager ou d'imaginer le monde. En se coupant de Dieu, l'humanité se coupe aussi de son prochain et de son environnement. Et de ce fait, l'individualisme et l'utilitarisme nous conduisent à abuser de la création sacrée et nous mènent à l'impasse écologique contemporaine. Ayant perdu de vue la relation qui existe entre le Créateur et sa création, l'humanité a cessé d'être le prêtre et l'économe de la création et s'est transformée en un tyran qui abuse de la nature. Alors, parmi les différentes nominations du jour, on vient d'apprendre celle du philosophe français Fabrice Adjadj comme membre du Conseil pontifical pour les laïcs.
Et puis un mot sur les légionnaires du Christ réunis en chapitre général extraordinaire depuis début janvier. Un communiqué publié ce jeudi indique que la congrégation reconnaît de façon claire et définitive les actions très graves et objectivement immorales de son fondateur, le père Maciel, mort en 2008. Il demande également pardon aux victimes du prêtre mexicain. Le chapitre réfléchit actuellement à la refondation de la congrégation. Un nouveau directeur général a été élu. Il s'agit d'un Mexicain, le père Eduardo Robles Gil. Avant de revenir avec nos invités sur le dossier de la semaine, laissez-moi vous présenter les unes de vos hebdomadaires chrétiens. Alors la vie vous invite à prendre soin de vous, avec philosophie pour réagir au mieux face aux maux de l'existence et avec des médecines douces pour prendre soin de votre corps. Le magazine a aussi mené son enquête pour voir comment le pape François reprend la main au Vatican. Une jolie demoiselle est en couverture de Famille chrétienne. Le magazine souligne le succès médiatique et politique de la Manif pour tous de dimanche dernier. On trouvera aussi dans ces pages le témoignage du père Van den Busch qui dit avoir été sauvé par la prière du chapelet. Cette semaine, Pèlerin a choisi de mettre Nicolas Hulot en une. L'ex-animateur télé déclare « L'écologie a besoin des religions ». On dirait qu'il fait du pied aux croyants pour mobiliser les troupes et les rallier davantage à sa cause. À noter un dossier sur la théorie du genre pour mieux comprendre la polémique. La sortie de la Nef ce mois-ci qui fait sa une sur Étienne Gilson, le célèbre thomiste dont l'œuvre est à redécouvrir tout au long de 12 pages que ce mensuel lui consacre. Voilà pour la presse. Écoutons maintenant Monseigneur Di Falco qui porte une attention toute particulière aux jeunes et aux réseaux sociaux cette semaine. Bonjour. Jean-Jacques Goldman, Omar Sy, Mimi Mati, Florence Foresti ou encore Gad Elmaleh, voici le haut de la liste des Français préférés des Français. Ces personnes sont respectables, elles excellent dans leur domaine. Mais où sont les grands chercheurs, les grands chirurgiens, les responsables d'associations caritatives? Où sont les grands philosophes, les sociologues, les écrivains et même les grands hommes politiques? Nous nous étonnons souvent de voir les jeunes d'aujourd'hui avachis dans leur canapé, jonglant entre SMS, réseaux sociaux, jeux vidéo et télé-réalité, agissant avec incivilité, commettant des délits et ayant une motivation inversement proportionnelle au nombre de leurs pseudo-amis sur Facebook. Nous nous étonnons, mais que proposons-nous à une jeunesse qui a soif d'aventure, soif de défis? Il y a un groupe qui fait actuellement fureur parmi les jeunes, Fauve. J'ai noté cette phrase de l'une de leurs chansons, « Nous sommes de ceux que l'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents ». C'est ce que peut éprouver une génération qui pense que la société fait bien peu de cas de leur présence. Alors tous les moyens sont bons pour montrer qu'ils existent aussi ailleurs que sur les réseaux sociaux. Car pourquoi croyez-vous qu'ils s'affichent ainsi sur ces réseaux, sinon pour exprimer leur besoin d'être reconnus comme existants? Ce manque de perspective, ce manque d'horizon amène certains à se rapprocher des extrêmes pour fuir la morosité de leur vie par le choix d'étranges voyages, le voyage vers un ailleurs, la fugue, le voyage onirique, la drogue et le voyage sans retour, le suicide. Parfois aussi, cet engagement dans la violence de la guerre, dans les combats idéologiques et pseudo-religieux. Nous en avons de nombreux exemples en ce moment. Alors, dans la grisaille des bars HLM, Pierre Perret fredonnait « Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises ». Alors oui, donnons-leur des espaces pour entrer dans la belle aventure de la vie. À bientôt. Merci Monseigneur. Il est temps d'ouvrir notre dossier et je vais de ce pas rejoindre nos invités. Alors, entre la journée de retrait où les parents ont gardé leur enfant à la maison, certains slogans entendus lors de la Manif pour tous et les folles rumeurs dénoncées dans les médias, on voit bien que la théorie du genre revient en force dans le débat éducatif. Pour en parler ce soir, Jérôme Brunet, président de l'Appel des professionnels de l'enfance, et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin, magazine qui vient de publier donc un dossier sur le sujet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, une première question à laquelle vous pourriez me répondre assez rapidement. Pourquoi le gouvernement a l'air d'avoir des difficultés à reconnaître l'existence de cette théorie du genre? Eh bien, bon, le terme théorie du genre est un terme qui mériterait des explications, je pense qu'on le fera. Parce que justement, c'est une notion qui est très ambiguë, qui recouvre à la fois des études sur le genre qui sont extrêmement pertinentes et qui visent à étudier comment la société, comment l'éducation peut influer sur notre façon de nous comporter comme hommes ou femmes. Là-dessus, il n'y a pas de débat vraiment de fond parce qu'on est tous d'accord pour dire que l'éducation nous influe, nos images, et qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir dans notre façon d'éduquer filles et garçons. Mais ces études ont parfois été poussées plus loin
en disant, mais finalement, puisque c'est de la construction sociale, peut-être qu'on peut s'affranchir totalement du biologique et du naturel, et du coup, aller vers une nouvelle forme, une nouvelle définition de l'humanité. On ne se définirait plus entre hommes et femmes, mais en fonction de notre orientation sexuelle, hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, etc. Donc c'est ce glissement-là, avec le même mot, qui fait que c'est un mot ambigu, une notion complexe et qui met mal à l'aise. C'est pour ça que l'État essaye de ne pas l'utiliser. Oui, parce que justement, comme ça recouvre ces deux réalités-là et qu'on sort de débats et d'une loi qui met en jeu réellement ces théories du genre, qui sont la version, ce qu'on appelle nous la version subversive du genre. Alors, on va en reparler dans 2 secondes. Je vous propose d'écouter une charmante ministre. J'assumerai totalement et fièrement l'ambition de ce projet de loi qui consiste en effet à la fois à corriger les inégalités et les violences faites aux femmes telles qu'elles se manifestent aujourd'hui, mais aussi à en empêcher la répétition en travaillant sur la racine de ces inégalités et de ces violences, et donc notamment par l'éducation à l'égalité. Alors justement, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan le combat pour l'égalité homme-femme et puis la lutte contre les violences faites aux femmes ? Quand on entend la ministre. Là aussi, ça mérite aussi d'avoir un petit peu de recul. Dans la violence faite aux femmes, on sait qu'il y a des femmes qui souffrent, qui sont battues. On sait qu'il y a certaines inégalités professionnelles, pas partout, mais il y a encore un certain nombre de femmes qui, à travail égal, n'ont pas la même rémunération. Mais j'aimerais corriger aussi, là pour le coup, un stéréotype, voire une caricature. C'est pas toujours les filles qui sont défavorisées. Et je prends l'exemple de l'école, un domaine que je connais assez bien. Les petits garçons, c'est eux qui, aujourd'hui, sont plutôt défavorisés à l'école, puisque c'est eux qui réussissent moins au bac, c'est eux qui redoublent davantage, et c'est eux qui sont davantage en échec scolaire. Donc là, il y a une différence qui se fait. Certains disent c'est à cause de la construction sociale, d'autres disent il y a peut-être, dont je fais partie, et dont nous faisons partie à la Manif pour tous, il y a peut-être des données biologiques qui expliquent que dans le comportement et dans le développement, ça ne se passe pas de la même manière, tout à fait, entre les garçons et les filles. Bon, Antoine, je vous entends un petit peu soupirer. Non, pas soupirer du tout. Ne mélangeons pas tout non plus. La ministre s'exprime sur un projet de loi global sur l'égalité homme-femme qui comprend différents volets. Elle fait un lien entre la violence faite aux femmes, un lien un peu rapide dans votre extrait, entre la violence faite aux femmes et les questions d'éducation. Mais tout le monde le ferait. Il est évident qu'on réduira les violences faites aux femmes, non seulement par des mesures de justice et de police, mais également par des mesures d'éducation. Et c'est ce qu'on apprend à nos enfants, à nos garçons, d'essayer de valoriser la femme et de ne pas simplement la considérer comme un objet. Donc, et ça passera également par l'école. Vous évoquez la théorie du genre. C'est un terme qui est maladroit parce qu'il donnerait l'impression qu'il y a une théorie et que l'éducation nationale, puisque c'est ce qui est en jeu, veut avec les ABCD de l'égalité, expérimenter ou le plaquer sur nos enfants à travers cette expérimentation. Vous l'avez rappelé, il existe des études de genre qui essayent, c'est un domaine des sciences sociales, qui essayent de faire la mesure entre l'inné, le sexe qui nous est donné par la naissance, on est homme ou femme, et l'éducation qui construit notre manière d'habiter, j'allais dire, le personnage qui nous est donné par la nature. Ces études de genre sont certainement discutables, comme toutes les études. On peut en contester les hypothèses ou les conclusions, mais elles nous permettent de réfléchir à la manière... Mais là, on n'est pas en train de réfléchir, on est en train d'appliquer les ABCD de l'égalité, apparemment, à partir de cette théorie. Mais ça, c'est présenté comme une folle rumeur. C'est une folle rumeur ou pas? Parce que c'est ce qu'on entend dans les médias depuis des semaines. Allez-y. C'est là où on est... Je crois qu'on essaye tous les deux de montrer la distinction qu'il faut faire entre, encore une fois, ces études sur le genre qu'on trouve dans l'ABCD de l'égalité. C'est-à-dire, revoyons un peu nos schémas de pensée sur la façon d'éduquer les filles et les garçons. On a des stéréotypes, on a des images. Un garçon, ça pleure pas, un garçon, ça joue pas à la poupée, et les filles, ça peut pas être pompier. Bon, ça, c'est des caricatures. Des garçons peuvent aimer s'occuper d'enfants, des filles peuvent avoir envie d'être pompiers. On est OK là-dessus. Moi, ce que je reproche à l'ABCD de l'égalité, c'est qu'on insiste trop sur cet aspect-là et pas assez sur le donné biologique. C'est ça le reproche que je fais. Donc, le donné biologique est également constitutif de l'identité, de la construction de la personne. Donc, il faut le prendre en compte. C'est pour ça que nous, on dit pas il faut arrêter l'ABCD de l'égalité, on veut pas de ça à l'école. Nous, on dit suspendons pour l'instant l'expérimentation. Il y a du flou, il y a du trouble, il y a des gens qui s'inquiètent. On a des retours déjà des professeurs ou des élèves ou des parents avec ces expérimentations? Non, parce que vous savez, on est au tout début. Alors, on a quand même, vous dites non, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'études, mais on a quand même ici ou là quelques incidents
notamment des élèves de CE2, CM1, CM2 qui sont allés voir Tomboy, un film qui n'est pas à destination des enfants vraiment, qui est fait pour faire réfléchir sur la construction de l'identité sexuelle à partir d'une petite fille qui se fait passer pour un garçon. Et qui a quel âge? Bon, elle a 10 ans, 12 ans, elle a une dizaine d'années. Bon, c'est un film qui est fait pour faire réfléchir les adultes. Envoyer des enfants de CE2, CM1, CM2, c'est maladroit. Et il se trouve que c'est un programme porté par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre d'écoles au cinéma. Donc, vous voyez, c'est typiquement ce genre de choses où, là, c'est pas compris. On n'est pas dans les études de genre, là. On est dans une espèce de remise en question de l'identité sexuelle. Et là, on n'est pas d'accord. Les ABCD de l'égalité ont d'abord comme objet de faire réfléchir les professeurs à leurs pratiques éducatives. Et vous l'avez rappelé, un certain nombre d'études montrent que, hommes ou femmes d'ailleurs, enseignants hommes ou femmes, ils privilégient souvent les garçons, ils sont moins exigeants sur la discipline, ils les valorisent dans la prise de parole, etc. Et puis on sait aussi que si les filles réussissent mieux à l'école, elles investissent beaucoup moins certaines filières parce qu'il y a encore des stéréotypes. Donc, on le sait, il y a tout un travail à faire, et ce travail-là passera par une réflexion et des parents d'élèves et des professeurs. Ensuite, après, effectivement... Est-ce que c'est vraiment aux professeurs de faire ça? C'est pas le travail des parents? Évidemment que c'est... Les professeurs, ils sont pas là pour enseigner? C'est aussi une des grandeurs de l'éducation nationale que de réfléchir au civisme et à la manière dont on vit ensemble. Simplement, il faudra sans doute, une fois l'émotion passée, regarder comment ça se fait et est-ce que ça se fait avec du bon sens? À quel âge? Avec quels moyens et quels outils? Et je pense qu'un certain nombre de parents avaient tort parce que c'était excessif de retirer leurs enfants. En revanche, je pense qu'un certain nombre de parents d'élèves, et notamment des parents d'élèves chrétiens, ces études de genre doivent être réappropriées par les chrétiens parce qu'elles nous disent beaucoup de choses sur la manière dont on est homme, femme et dont on vit nos relations. Et ça nous aidera aussi à réfléchir à l'éducation de nos enfants et à leur proposer un chemin d'humanité qui ne soit pas simplement dans le stéréotype, mais vraiment dans ce que l'humanité a de meilleur. Alors, une dernière question, pardon, parce qu'on est bien obligé. Oui. Il s'agit de déconstruire les stéréotypes masculins et féminins. Très bien, mais pour construire quoi, en fait? Bien, encore une fois, c'est ça toute la question. Vous voyez, là, on parle de déconstruire les stéréotypes, mais moi, je crains que ce soit plus que ça. C'est finalement, il y a un certain nombre d'indices qu'on trouve dans des textes qui montrent que finalement, il y aurait cette tentation d'ailleurs d'aller vers la déconstruction de l'altérité sexuelle et voire de la complémentarité des sexes. Finalement, d'affranchir l'être humain de cette dimension biologique qui nous fait homme et qui nous fait femme. Hein. Juste pour corriger une petite chose, vous voyez, là on est typiquement dans un stéréotype, on dit les garçons, les enseignants s'occupent plus d'eux. Mais parce que sans doute que les enseignants savent bien faire leur métier et ils savent que les garçons ont moins de facilité pour le langage. Il y a un certain nombre d'études qui le prouvent que la testostérone a un lien avec l'apprentissage du verbal et du langage. Et c'est un fait que les filles, d'une manière générale, sans être dans la caricature, les filles accèdent plus facilement au langage que les garçons. Et donc, je vous invite à regarder ces études-là. Donc, peut-être que justement, la question, c'est comment est-ce qu'on peut adapter l'éducation aux garçons et aux filles en les respectant. Alors, on voit bien qu'en 8 à 10 minutes, on ne peut pas complètement circonscrire le sujet. Sans doute, nous aurons l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Je vous remercie pour votre présence, messieurs, et je vous invite, chers téléspectateurs, si vous le voulez, à revoir cette émission sur notre site ktotv.com. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.